Bonsoir mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus ici ce soir pour cet événement que nous organisons, ce cours public que nous organisons en commun, l'UNIL Game Lab, avec le service culture et médiation scientifique de l'Université de Lausanne. Nous avons l'ambition, c'est une des missions qu'on s'est donnée à l'UNIL Game Lab, de documenter l'histoire du jeu vidéo suisse. Et donc cette soirée est pensée comme un premier événement de plusieurs soirées qui viendront dans les années à venir. Cette ambition que nous avons, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir. Dans un rapport de l'année passée du Conseil fédéral, titré « Les jeux vidéo, un domaine de la création culturelle en développement », la dernière phrase, la conclusion, enfin une des conclusions du rapport, disait « Les politiques culturelles devront aussi aborder l'archivage des jeux vidéo en tant que produit culturel entièrement numérique à des fins d'études, de conservation du patrimoine culturel et de transmission. » Il y a plusieurs raisons assez évidentes pour faire ça. Donc d'abord, l'idée en fait des fins d'études, c'est qu'aujourd'hui on a énormément de données qui sont numériques, et sauvegarder le jeu vidéo, sauvegarder du code source, sauvegarder le matériel qui accompagne la sortie d'un jeu vidéo, c'est aborder ces problématiques de sauvegarde de données à des formats numériques. Notamment les problèmes d'obsolescence quand on essaye de sauvegarder des jeux vidéo qui ont plusieurs dizaines d'années et qui sont sur des supports assez fragiles, comme par exemple des disquettes. Mais une autre ambition, une autre raison pour laquelle on doit sauvegarder ce patrimoine, c'est que nous avons grandi avec ces jeux vidéo. Vous jouez avec des jeux vidéo qui vous influenceront à l'avenir, mais beaucoup de choses que vous faites maintenant vous sont venus des imaginaires, des idées, des réflexes, vous sont venus de jeux vidéo auxquels vous avez joué par le passé. Et ça vous concerne vous, ça concerne aussi des artistes et notamment des politiques. Donc ce rapport a été rédigé par l'Office fédéral de la culture, dont le conseiller fédéral est Alain Berset, qui déclarait il y a peu de temps dans le Blick qu'il avait codé, qu'il avait programmé des jeux vidéo dans son enfance. Des jeux vidéo dont on espère un jour voir des copies. Mais bref, il y a aujourd'hui un engouement, un intérêt à comprendre à comprendre tout ce patrimoine et le sauver pour pouvoir le transmettre plus loin. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous faisons une captation vidéo de ce cours public. C'est pour que les personnes qui essayeront de comprendre l'histoire du jeu vidéo, de comprendre ce qui se passait à notre époque et aux époques précédentes, puissent avoir du matériel, puissent avoir accès à ces sources et notamment à un certain contexte. Alors, ce genre de travail, on ne peut pas le faire seul. Donc ici, vous aurez la chance de pouvoir jouer avec certains de ces jeux sur les machines originales, sur des SMACI qui nous sont prêtés, qui ont été installés ce soir par le musée Bollot, qui a une grande collection, un grand fonds qui fait ce travail d'archives, de sauvegarde du patrimoine vidéoludique. Il se fait aussi à une autre échelle à la Bibliothèque nationale de France, où il y a un dépôt légal, donc on a une quantité assez incroyable de jeux vidéo qui sont déposés. Et puis en bas à droite, vous voyez le musée du jeu de Rochester, dans l'État de New York, où là, il y a aussi énormément de documents de production. Vous pouvez par exemple aller consulter les archives des créateurs de tous les jeux de la compagnie Sierra, ou bien du créateur de Prince of Persia. Donc c'est des endroits qui sont chéris par les académiques aujourd'hui, et puis qui serviront pendant plusieurs générations pour comprendre en fait quels étaient les débuts du jeu vidéo. Alors nous on fait ce travail toujours en collaboration avec le musée Bollot à notre échelle. On a découvert par exemple un prototype de jeu jamais sorti, le Tché, dans le fonds Bruno Bonnel. Vous voyez en haut à droite une copie de l'Histoire sans fin 2, qui est un jeu suisse. Donc on a l'ambition de rencontrer les personnes qui ont travaillé dessus, et puis peut-être une fois de les inviter dans cette salle. En bas à gauche, le héros du jour, des copies d'un jeu Bluepie. Et puis aussi tout plein d'enjeux. En bas à droite, c'est le jeu vidéo Tennis for Two, mais tout plein d'enjeux liés à la sauvegarde du code, à la sauvegarde en fait du matériau original qui est construit, sur lequel repose le jeu vidéo.
Alors, ici, donc, toujours par rapport à l'installation de ces ordinateurs, l'intérêt de pouvoir jouer aux jeux vidéo dans des conditions qui sont proches des conditions d'origine. Ici, pour la Nuit des musées 2018, nous avions organisé un salon avec une décoration qu'on avait essayé de faire d'époque. Donc voilà, ici, ce sera plutôt en touchant les machines, en manipulant les claviers, le bruit caractéristique de la souris Smaky, un clic-clic que je trouve très, très agréable. Vous aurez l'occasion de l'expérimenter à la fin de ce cours public. Ce travail de documentation, on le fait aussi à travers quelques écrits, et je passe la parole à mon collègue David Javet. Bonsoir à tous, merci infiniment pour votre présence. Donc, comme l'a dit Yannick Rochat, je suis un des membres cofondateurs du Nil Game Lab. Je m'appelle David Javet et c'est évidemment un grand plaisir de vous accueillir ici et un grand honneur de pouvoir donner la parole à ces pionniers de l'histoire du jeu vidéo en Suisse et aussi à ceux qui œuvrent à la préserver. Donc cette slide en fait montre le travail qu'on fait. Hein. En gros, c'est le moment en fait où le chercheur, tout à coup, on lui demande d'écrire un article dans un livre encyclopédique, une entrée sur la Suisse. Et puis, ben voilà, ma foi, on accepte, mais on se dit, ben voilà, c'est parti. Combien de pages je vais réussir à écrire, combien de signes, oulala, ça va être dur. Puis finalement, on réalise qu'on n'a pas assez de place parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et donc voilà, ce Video Games Around the World, c'est un livre qui est sorti au début de 2010, 2014 non plutôt, et qui a mis un moment à sortir, et donc qui a une entrée suisse, qui a été rédigée par Mathieu Pellet et moi-même, et qui a été un des déclencheurs, en tout cas dans la recherche suisse romande, pour vraiment commencer à se pencher sur une histoire locale du jeu vidéo. Et puis un peu aller, disons, apporter une parole en parallèle à l'hégémonie nord-américaine et à l'hégémonie notamment japonaise qu'on a l'habitude d'avoir, en tout cas dans le milieu du jeu vidéo. Et puis à côté, vous avez un article que Yannick m'a fait l'honneur d'écrire à mes côtés, qui est une prolongation donc, de ce travail en fait d'historicisation et de cartographie en gros du jeu vidéo suisse. Ça passe aussi par une grande aide en fait qui est offerte par des archivistes, des bénévoles, des développeurs de jeux vidéo qui nous ont aidés en partie à composer en fait une liste complètement ouverte que n'importe qui peut venir compléter, qui comporte maintenant plus de 600 entrées en fait de jeux vidéo suisses que l'on archive en fait petit à petit, que l'on identifie, que l'on découvre. Ce qu'on croyait être un paysage des années 90 complètement vide en fait s'avère être extrêmement riche et foisonnant. Et donc ça passe aussi là-dessus, ça passe aussi par une énergie qui est donnée par une communauté, par une envie aussi de mobiliser les gens à aussi soit eux-mêmes en fait, disons sortir leur vieux carton pour tout simplement identifier qu'ils avaient créé des choses dans les années 90, et puis nous aussi un peu d'aller rencontrer les gens et puis de discuter directement avec eux. C'est ce qui nous est apparu très important à faire aujourd'hui, et on est très fiers de pouvoir le faire. C'est le panel de gens qu'on a pu inviter ici, qui sont donc ces gens à qui il devient nécessaire de plus en plus de donner la parole pour réellement en fait, nourrir un petit peu cette histoire locale de notre jeu vidéo suisse. Donc je rends la parole à Yannick pour qu'il vous présente les intervenants. Merci beaucoup David. Donc nous avons la chance d'accueillir ce soir monsieur Jean-Daniel Nicou, ancien professeur à l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui, parmi ses 1000 inventions, a créé les premiers prototypes du Smaky avant la création de l'entreprise Psytech qui s'est occupée de les commercialiser. Donc il nous aidera en fait à poser le contexte. Il nous aidera à poser le contexte et puis expliquer un tout petit peu comment s'est passé ce développement jusqu'à l'arrivée des jeux vidéo Bluepy. Ensuite, nous avons la chance de pouvoir accueillir le créateur de Bluepy. À chaque fois que nous le rencontrons, la date de découverte de Bluepy remonte dans le temps. Donc il y aura peut-être des déclarations nouvelles ce soir. Donc Daniel Roux, qui est programmeur chez Psytech, créateur de Bluepy, que nous remercions d'être ici, de même que M. Nicou et de même que Mathieu Schroeter, qui peut nous rejoindre, qui est l'historien et l'archiviste de Bluepy, qui fait un travail fantastique que nous avons découvert pendant la préparation de ce cours public et sans qui ça aurait été difficile à organiser. Et nous vous remercions tous les trois d'être ici avec nous.
Une petite mention à 2 personnes qui ne peuvent pas être ici. Madame Cathy Nicou, qui était la directrice d'Epsitech pendant les premières années, donc, avec qui M. Roux travaillait et qui a permis la création de tous ces jeux Blupy. Et puis Madame Marielle Stamm, une des pionnières du journalisme en informatique, qui devait venir ici pour nous aider à contextualiser la sortie de ces différents jeux et qui malheureusement ne peut pas être là. Donc, on va commencer ce cours public avec une mise en contexte. Alors, on va commencer à discuter avec monsieur Nicou. On fera des allers-retours entre les supports audiovisuels, quelques démonstrations de jeux pour poser aussi le contexte, et puis surtout, il faudrait que David et moi laissions la parole aux 3 intervenants ici. Merci Yannick. Donc on a, monsieur Nicou, on a ici une première slide derrière vous qui vous montre une photo de vous sur le blog de Yves Bolognini, directeur du musée Bolo, qui nous fait l'honneur de sa présence. Et puis donc voilà, nous l'idée c'était, disons, de commencer peut-être. On a ici les machines qui sont à disposition. On rappelle qu'elles seront encore disponibles à la suite de ce cours. L'idée c'était vraiment peut-être de d'abord vous donner un petit peu la parole pour que vous puissiez un petit peu poser le contexte, construire un petit peu le contexte autour de la création du SMACI, quels étaient les objectifs, et puis aussi peut-être dans ce contexte assez étonnant de ces jeux quand même avec une visée ludopédagogique que sont les Blupy, et ben peut-être aussi de nous reconstruire un petit peu tout ça. Oui, effectivement, il faut un petit peu situer dans cette mouvance des années 74 où les microprocesseurs apparaissaient. Dans mon labo, on utilisait des mini-ordinateurs, on essayait péniblement de les interfacer avec des écrans, même un écran plasma. Et le microprocesseur, évidemment, c'était une technologie qui permettait de rien faire. On n'avait pas d'outils de développement, on n'avait pas la possibilité de faire des circuits imprimés. Donc on assemblait les composants pour arriver à voir quelque chose sur un écran, pour avoir une réponse quand on tapait sur une touche. Et ça, c'était en 74, 75. Et là, le Dauphin a été, je pense, une bonne idée que j'ai eue de développer un système minimum qui n'avait pas de prétention pour des applications industrielles, qui visait des jeunes qui, effectivement, à l'époque, il y avait une très forte activité pour les clubs d'électronique. Donc, l'étape naturelle, une fois qu'on avait maîtrisé le transistor, c'était d'arriver à maîtriser le microprocesseur. Et c'est là que j'ai eu la chance de repérer Daniel Roux, qui était le client numéro 1 de ce système Dauphin microprocesseur. Donc là, il est tout de suite venu chez moi pour me réclamer un. Et puis, il a déjà fait des choses tout à fait exceptionnelles avec le Dauphin. Donc ensuite, la suite de l'histoire, c'est que d'une part, avec l'équipe de mon labo, on utilisait des nouveaux composants, des nouveaux processeurs plus performants, des nouvelles mémoires, etc. Donc il y a eu le SMACI 2, 3, 4. Et c'est avec le SMACI 6. Le SMACI 5, c'était la collaboration avec Scribe, Bob Graphic. Et le SMACI 6 atteignait un niveau, dans le fond, qui a commencé à intéresser les enseignants. Et c'est du reste une commande de Genève, d'un enseignant de Genève pour 6 SMACI que mon labo n'avait pas de raison de fabriquer, qu'on a lancé en fait le SMACI 6 fabriqué par Epsilon, qui est devenu Epsitech, etc. Alors à cette époque, Daniel Roux travaillait chez moi, il n'avait pas de diplôme, je le payais au tarif d'une femme de ménage. Et puis, ses premiers jeux, je ne me souviens pas, il n'a pas tellement dû les faire dans mon labo, parce que la priorité était le développement des outils de développement en parallèle avec le matériel.
Il fallait faire un éditeur, il fallait avoir un compilateur, il fallait réfléchir à toutes sortes d'applications. Donc, comment pointer sur l'écran. La souris, elle n'était pas encore utilisable parce qu'on ne pouvait pas interagir. Donc, voilà, on cherchait des solutions d'interaction avec ce que le microprocesseur permettait de faire à l'époque. Alors ensuite, l'histoire, bon, tout le monde la connaît puisque tout le monde a été en contact avec un Amiga ou avec une autre machine qui se sont mises à pulluler à travers le monde. Donc nous, on a continué la course avec un objectif, dans le fond, d'enseignement on pouvait faire aussi bien que Macintosh grâce à une équipe grâce à une équipe qui était très dynamique et très compétente, dont Daniel Roux qui a fait énormément de logiciels équivalents à ceux d'Apple. Et puis, voilà, alors maintenant, le SMACI existe toujours, il y a un SMACI infini. Si vous voulez jouer sur les premiers Bluepie de SMACI 6, de SMACI 100, le SMACI 6 avait un système d'exploitation qui était trop primitif. Donc, à partir du SMACI 100, tous les logiciels ont été compatibles, donc en 82, 83, et c'est là que Daniel a développé les Bluepie, dont il vous parlera avec plus de détails. Alors, monsieur Nicou, nous avons un extrait que nous voulons vous montrer, parce que, donc, en plus d'avoir participé à la création d'un des premiers ordinateurs, vous aviez déjà à l'époque une réflexion justement autour des logiciels ludo-éducatifs. C'est ça, on a un extrait vidéo qu'on est allé déterrer en fait. La fameuse dans le papier. Exactement, la fameuse. D'ailleurs, vous utilisez peut-être même exactement cette expression. Donc, dans cette émission qui s'intitule donc sur Dimension, qui s'intitule Une autre télévision, une autre TV, où on a retrouvé une de vos interventions à la télévision. Ça, c'était sur le Dauphin. Voilà, vous savez, monsieur. Si je me souviens bien. Vous avez une C'était l'écran du Dauphin. Dans ce laboratoire de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, le professeur Nicou et l'un de ses assistants s'amusent avec un jeu électronique. C'était en fait le Crocus, qui était une version intermédiaire pour les clubs d'électronique. C'est pas un peu futile de jouer à des jeux électroniques dans un laboratoire universitaire? Certainement pas, dans la mesure où on apprend beaucoup de choses en faisant ces jeux. Et ce programme a été fait par M. Forster, qui est étudiant à l'École polytechnique. Il se présente maintenant sous une forme de petit trou dans une bonne papier. Et pour arriver à placer toute l'information nécessaire pour qu'un ordinateur puisse perforer cette bande papier, eh bien, il faut un certain travail dans lequel les étudiants peuvent apprendre énormément de choses et se préparer pour leur profession future. Donc le but, c'est pas de jouer, c'est d'apprendre à programmer. Le but, c'est d'apprendre à programmer. Et effectivement, les jeux offrent à la fois une motivation pour faire des programmes difficiles et présentent à la fois un certain nombre de problèmes véritablement difficiles à résoudre. Un jeu comme celui-là, il faut combien de temps pour le programmer? Eh bien, on peut poser la question à M. Forster. Disons, l'espace de 2 jours, la programmation a été terminée, puis il a fallu, je pense, encore à peu près la même période pour mettre le programme au point. Moi, je trouve personnellement très intéressant cette question qui revient un peu, qu'on nous a aussi posée à nous, au Game Lab, de cette idée de la futilité. Est-ce que c'est pas un peu futile d'avoir un jeu vidéo dans un laboratoire universitaire et autres, et auquel déjà, on est quoi? On est en 1979. On est en 79, pardon. Déjà en 79, vous avez une réponse sur l'importance de l'apprentissage, qu'est-ce que le jeu permet. Donc on a déjà cet axe sur le ludopédagogique qui me semble quand même au cœur à la fois du SMACI, mais aussi de la production, en tout cas comme on va le voir, des premiers jeux Bluepie. Donc si on vous pose aujourd'hui la question, est-ce futile de jouer à un jeu vidéo? Qu'est-ce que vous répondez en 2019? Est-ce futile de jouer à un jeu vidéo? J'ai jamais été très attiré par les jeux vidéo, donc je les teste quelques minutes, aux fractions de minutes, mais alors j'admire le flipper de Daniel Roux. Je le montre toutes les fois que j'ai l'occasion de le montrer.
Vous le voyez ici. Je démontre, mais je ne joue pas avec. Merci. Donc là, on a posé un rapide historique du SMACI, l'arrivée d'Epsitech, les premières œuvres de Daniel. Donc ici, alors, moi, ça c'est un petit peu une slide qui me touche personnellement beaucoup. C'est quelque chose, donc je vous la montre aussi pour le coup à vous. Alors, tout l'échange a lieu en anglais. C'est un échange qui a eu lieu il y a tout simplement très récemment, en 2018, en novembre 2018. On a une game designer, donc une conceptrice de jeux suisse, qui maintenant travaille à Paris, qui crée des jeux thérapeutiques et aussi des jeux, ce qu'on appelle des serious games, des jeux sérieux, donc avec des objectifs aussi éducatifs. Stéphanie Meder, qui a un échange avec Kevin Peckley, qui est un des gagnants récents donc, du concours qui a mis en place le Canton de Vaud de soutien aux jeunes créateurs et jeunes créatrices de jeux vidéo, et donc qui échangent les deux sur le fait que et l'un et l'autre ont découvert le SMACI, ont joué sur les SMACI chez eux, enfin pas chez eux, non, justement dans leur salle de cours, et que ça les a inspirés, ça les a nourris. La créativité qu'ils ont retrouvée là-dedans les a amenés. C'est vraiment ce qui est... Stéphanie termine là-dessus. Donc je pense que la première fois que j'ai créé des niveaux donc dans le jeu était pour le jeu Bloopy Mania. Je me demande si c'est le fait d'utiliser un SMACI qui a démarré ma passion pour tout ce qui correspond aux ordinateurs, computer stuff, et pour les jeux. Donc on a là une sorte de bond à 2018, où on découvre en gros que les créateurs, nos créateurs actuels, ont en fait réellement, ils associent vraiment à la pratique de ces jeux sur SMACI, une sorte d'héritage qui se retrouve et qui les a amenés après à devenir des créateurs et des créatrices de jeux vidéo. Donc c'est une des motivations que nous avions pour organiser ce cours. C'est justement de permettre aux personnes qui ont bénéficié de cet héritage de remonter la piste et puis de découvrir l'envers du décor, la création de ces différents jeux. Ce qui nous amène à Bloopy. Enfin, nous y voilà. Donc Bloopy, donc toujours installé sur les ordinateurs. Donc, vous avez quelques boîtes de jeux ici. On a été très heureux, pour préparer ce cours public, de découvrir toute une série de sources, notamment une jolie couverture dans différents journaux locaux, 24 heures, le Nouveau Quotidien le matin, qui traitait en fait des jeux Epsitech de manière vraiment très très positive. Donc on a vu ces dernières années parfois des traitements médiatiques un petit peu difficiles de certains objets, et en fait là il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de mise en avant de ces jeux qui avaient la particularité d'être non violents. Donc ça, nous vous invitons, le cours public, la préparation de ce cours public a amené à la création de la page Wikipédia de Bloopy, à laquelle nous invitons en fait de collaborer si vous retrouvez des sources. C'est vrai que c'est important ça à noter, Yannick, c'est que l'énergie que ça a conduit de revenir à ces jeux, à ces objets, on le verra probablement en discutant avec vous, Daniel Roux, ça a aussi donné une sorte d'énergie en fait de revenir à ces objets, d'en redécouvrir certains, et c'est ce qu'on va aussi discuter aujourd'hui. C'est cette impulsion qui a donné aussi lieu à la création de cette page Wikipédia. Dont on espère qu'elle continuera à vivre. Ouais. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est une dizaine de jeux dont les premiers sont sortis sur SMACI, et avec les années, ils ont connu des portages d'abord sur DOS et ensuite sur Windows. Donc il y a énormément de trous. Ça ne veut pas dire que les versions n'ont pas existé, c'est simplement que les dates n'ont pas encore été identifiées. Donc c'est un travail probablement qu'on fera avec Mathieu et toutes les personnes intéressées dans les mois et les années à venir. Alors, on vous propose, pour démarrer cette discussion avec Daniel, de passer à une démonstration de Toto à la maison. Donc tu veux peut-être nous dire deux mots, ou soit toi, soit Daniel. Alors, je pense qu'on commence avec la version SMACI et puis on montre ensuite la version plus récente. Et puis Daniel expliquera sûrement le principe. Voilà, ouais, ce qui est important, effectivement, c'est ça. Je propose qu'on actionne les jeux, que vous les voyez tourner, qu'on soit tous aussi au même niveau de connaissance de qu'est-ce que Toto à la maison. Et puis, à partir de là, je pense que Daniel Roux peut éventuellement commenter, peut-être là aussi nous faire le contexte de création de ce Toto à la maison, qu'est-ce qui a amené aussi à l'arrivée pour la première fois de ce personnage.
Donc ici, nous sommes dans l'émulateur Smaky Infinity. Avec Toto à la maison, qui est le premier jeu Toto. Donc on parle tout le temps de Blupy. Alors peut-être que déjà, Daniel, on peut te faire intervenir à cet endroit-là. On parle tout le temps de Blupy, et là, on montre Toto à la maison. Oui, alors effectivement, ce petit personnage jaune s'appelait Toto à l'origine. Et c'est lorsque le jeu a commencé à être commercialisé, on s'est rendu compte que le nom Toto fonctionnait mal, par exemple en allemand. Ça faisait quelque chose comme Toto. Enfin voilà, c'était pas un chouette nom en allemand et dans d'autres langues. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé, je ne sais plus qui a trouvé le nom Blupy. Voilà. Une piste peut-être pour comprendre pourquoi est-ce qu'il s'appelle Blupy, j'avais complètement oublié la chose, c'est que lorsque j'étais enfant, j'avais fait une bande dessinée avec, je ne sais pas s'il faut dire Toto ou Blupy, et j'avais tout à fait occulté le fait que sur cette bande dessinée qui avait été faite en 1974, le petit personnage rond qui n'a pas beaucoup changé par rapport à aujourd'hui, il s'appelait Blup. Voilà. On découvre ça, on a découvert ça il y a 1 heure, hein, nous tous. Hein. Alors, peut-être que le nom Blupy est venu de là, mais en fait, j'en suis même pas sûr. Bah, disons, il lui ressemble quand même, le Blup ressemble quand même pas mal à Blupy. En tout cas, on peut... Et puis, donc, il s'agit de matériel, évidemment, à patrimonialiser. Hein, beaucoup des membres, enfin des personnes qui sont dans cette salle, au moment où ils ont vu ce document, n'ont pensé qu'à un mot qui était le mot de scan, hein, évidemment, pour le plus vite possible avoir ce matériel qui soit disponible, hein, et puis qui puisse aussi se conserver, pas uniquement peut-être dans le grenier de Daniel. Et c'est probablement le fait d'avoir fait ces dessins que je faisais sur les bancs d'école au lieu d'écouter les cours, qui m'a donné l'idée, l'envie ensuite de faire des jeux vidéo, parce que c'est bien joli de dessiner une bande dessinée, mais ça reste statique. Et j'avais envie de voir Blupy s'animer, prendre vie. Et le jeu vidéo, c'est l'occasion de le voir marcher, de le voir courir, de le faire prendre vie, justement. Donc ça, après, je pense juste après la démonstration, on verra comment est née la première animation de Toto. Oui. Mais du coup, c'est pas comment Toto est devenu Blupy, mais plutôt comment Blup est devenu Toto. La question à poser ici. Mais ici, on va passer à la démonstration. Donc ce jeu, Toto à la maison, je l'avais conçu pour des enfants très petits. J'avais à l'époque justement 2 très petits enfants et puis j'avais la motivation de faire un jeu qui pouvait leur correspondre et qui pouvait leur être utile. Et j'ai imaginé ce jeu, Toto à la maison, donc pour des enfants de 2-3 ans qui ne savent pas lire, qui ne connaissent pas les lettres. Et l'idée, c'était de leur faire découvrir, c'est peut-être un bien grand mot, mais de leur faire découvrir les lettres. Donc on imagine la chose suivante. L'enfant est derrière le clavier de l'ordinateur, il ne connaît pas les lettres, et puis il appuie sur une touche au hasard, parce qu'il ne sait pas les lettres. Et puis pour chacune des 26 lettres du clavier, Toto va faire une action rigolote dans sa maison. S'il appuyait sur B, sans savoir que c'était la lettre B, Toto va aller prendre son bain. Donc, Ah, pardon. Alors, je crois que C, c'était, il faisait le clown, ou je ne sais plus. Donc voilà, enfin, il y avait donc 26 actions rigolotes. Et puis l'idée, c'était d'imaginer que l'enfant associe le graphisme de la lettre qu'il a vue sur le clavier à une action. C'est bien ça. On a des sons, hein, qui interviennent au moment où on actionne, plus la musique. Tous ces sons, ce matériel, ils ont été faits. Comment est-ce qu'ils ont été réalisés? Alors les bruitages là qu'on a entendus, j'ai aucune idée. Je ne sais plus du tout d'où ils viennent. Dans
Toto à la maison, je crois que Toto ne parle pas. D'accord. Il y a d'autres jeux dans lesquels on ne peut pas dire qu'il parle, mais il émet des petites onomatopées. D'accord. Et puis ça, c'était la plupart du temps ma voix qui était ensuite triturée, accélérée pour faire une voix plus sympathique. Est-ce que des fois, il y a par exemple les voix de tes enfants ou non, t'es allé chercher, c'était systématique quand même de travailler sur ton bureau Oui, en fait, c'était pragmatique. Ça allait plus vite de le faire avec ma propre voix plutôt que d'aller demander à quelqu'un. Donc voilà, je pense que c'était pas réfléchi plus loin que ça. D'accord. C'est vraiment intéressant de voir que pour les 26 lettres, il y a 26 actions différentes. Donc on associe avec le temps une action avec la lettre. Et puis, comme on le verra ici, et comme on l'a vu avant, le mot entier s'affiche. Donc ça permet de reconnaître la touche sur laquelle on a pesé, mais de la retrouver ensuite directement à l'écran. Oui. Alors, on a vu tout à l'heure la version Toto à la maison, et puis celle que montre Mathieu maintenant, c'est devenu Blupy à la maison. Ça, c'est une version qui tournait sur PC, sous Windows. Et on voit que les graphismes ont été entièrement refaits, modélisés en 3D, etc. Mais on reconnaît évidemment bien la maison, avec les mêmes meubles aux mêmes places. Donc l'idée du jeu est restée la même, simplement il s'est modernisé. Toto à la maison, on était limité par le hardware de la machine du Smaky à 16 couleurs, par exemple. Alors qu'ici, on n'a par exemple plus aucune limite sur le nombre de couleurs. Ça, c'est un travail qui n'a pas été fait chez Epsitech, le portage, ou bien si? Oui, je pense que la version Windows, c'est moi qui devais l'avoir faite, celle-ci. Il y avait des versions sur DOS qui avaient été portées par d'autres personnes, mais la version Windows, c'est moi qui l'avais faite. En fait, je ne parlerai pas de portage, c'est une réécriture complète du jeu. Oui, c'est juste. Alors là, deux questions. La première, peut-être en restant sur Toto à la maison. Ce jeu a connu des versions dans d'autres langues. Oui. Alors, quels étaient les enjeux liés à la traduction? Alors, ce jeu était assez problématique à traduire en d'autres langues parce que 26 lettres correspondant à 26 actions. B, en français, Blupy va prendre son bain. En allemand, on a bad. En anglais, bass. Ça va bien. Il y avait d'autres lettres dont j'ai oublié maintenant. Où on ne trouvait pas la correspondance d'un mot équivalent, enfin d'une action équivalente correspondant à la même lettre. Donc c'est vrai que quand on a fait ce jeu, je crois qu'on l'a fait en anglais, allemand, portugais, espagnol, ou je ne sais plus exactement dans quelle langue. Mais enfin voilà, il a fallu, quand il a été localisé dans ces différentes langues, du coup, réinventer quelques actions correspondant à des mots qui n'existaient pas dans la version française. Donc pour les complétistes ou complétionnistes dans la salle, il faut savoir que si vous voulez voir Toto à la maison en entier et Blupy à la maison, il va falloir essayer toutes les versions différentes. Toutes les langues, c'est juste. Et alors maintenant, après Toto à la maison, après Blupy à la maison, il y a eu d'autres jeux qui étaient proches de celui-ci. Donc ici, certaines actions vont activer des mini-jeux. Oui. Et puis, vous allez garder ce concept ensuite pour les jeux suivants. Oui. Peut-être avant de passer à un jeu suivant, je me trouvais peut-être intéressant de montrer comment étaient créés les graphismes de Toto à la maison. Oui, bien sûr. Parce qu'il faut imaginer que pour dessiner Toto, on n'avait pas d'outils de logiciels de dessin tels qu'on les a maintenant, vectoriels en 3D et autres. Il fallait, avec des outils assez primitifs, aller dessiner vraiment chaque point, chaque pixel de Toto. Et c'était vraiment un long travail. Voilà, on voit ici un petit bout de Toto où on voit bien chacun de ces points qu'il compose. Et là, il n'y avait vraiment aucune aide. Pour faire la forme ovale de Toto, il fallait vraiment aller poser les points du contour de Toto les uns après les autres. Donc, quand on voit ces animations qui, aujourd'hui, font un peu sourire, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'images, c'est saccadé, on est loin des 30 frames par seconde, eh bien,
c'est simplement parce que, probablement parce que le hardware des machines ne permettait peut-être pas d'avoir un framerate plus élevé, mais c'était aussi parce que la patience nécessaire pour faire les dessins n'était pas là pour faire plus d'images. Donc là, ce que je voulais montrer, c'était que une des premières choses qui m'a motivé pour faire des jeux, je l'ai dit tout à l'heure, c'était de donner vie à Toto. Et puis la première chose que j'ai eu envie de faire, c'était de me dire, tiens, qu'est-ce qui se passerait si Toto marchait? Donc la toute première animation que j'ai faite, c'est un Toto qui marche. Et puis là, on a justement l'une des 3 images utilisées pour faire marcher Toto. Et on voit ici donc le dessin de cette image. Là, c'était juste une version suivante mise en couleur, mais où aussi chaque point de la mise en couleur était fait à la main. Et voilà ici donc les fameuses 3 images qui permettent de faire marcher Toto. En fait, il fallait faire une succession de 4 images parce qu'on a la première image avec les 2 pieds au centre et puis ensuite on passe à l'image du centre pour revenir à l'image de gauche et passer à l'image de droite. Donc ça permettait d'avoir une animation en 4 images mais en n'ayant dessiné que 3. De nouveau, c'était tellement long à faire ces images, il fallait être astucieux. Et puis là, on va voilà, vous voyez ici l'une des nombreuses images, il doit y en avoir 4 ou 5 de cette complexité-là, qui montrent tout ce qu'on appelle aujourd'hui les sprites. Donc Toto dans toutes les positions, marchant à gauche, à droite, en train de dormir, en train d'être content, d'être pas content, enfin, etc. Donc chacune, vous imaginez que c'était vraiment long à faire toutes ces images. Et puis là, on va voir ce que donne cette succession des 3 images et on va voir Toto marcher. Et il faut vous imaginer que lorsque j'ai vu ça pour la première fois sur mon écran, c'était vraiment génial, quoi, de voir. C'est un petit peu la même émotion qu'on a quand on dessine sur un bloc de plusieurs feuilles et puis qu'ensuite on fait passer les feuilles rapidement, on voit ces dessins s'animer. C'était un peu la même magie et c'est ça je pense que c'est ça qui m'a motivé ensuite à lui faire plus de choses que simplement marcher. C'est le moment où tu t'as été convaincu par le support et que tu as eu envie d'en voir plus, d'en faire plus pour en voir plus. C'est ça, oui. C'est vrai qu'en soi, en tant que jeu, Toto à la maison est quelque chose de très intéressant du point de vue vraiment de ses règles, de son système. Parce qu'évidemment, il y a une approche ludopédagogique qui est très intéressante dans l'apprentissage, mais c'est comme si aussi c'est par l'action du joueur et de la joueuse qu'on fait vivre le personnage. C'est parce qu'on expérimente avec le clavier qu'on lui construit une vie dans sa maison, à la campagne et autres. Et donc c'est vraiment l'action du joueur qui va, mais réellement, enfin c'est ce que tu racontes, cette envie de le faire vivre, cette envie et en même temps c'est de le faire vivre dans son quotidien. Alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'en t'entendant dire ça, j'ai l'impression, on peut avoir l'impression que tout ça a été extrêmement réfléchi et étudié, alors qu'en fait pas du tout. Donc je vous ai dit que la motivation c'était de faire marcher Toto, mais ensuite le reste, pourquoi ces 26 lettres débouchant sur 26 actions, je ne sais plus. C'est vraiment, je dirais que c'est vraiment né comme ça par hasard. Ouais. Donc on avait une piste, c'était de créer un jeu pour tes enfants qui étaient en bas âge. Oui. Et donc là, toujours avec ce mode de visualisation en 2 dimensions latérales. Oui. Il va y avoir plusieurs jeux. Toto se promène, Toto à la campagne. Toto s'amuse. Toto s'amuse. Mais je pense on regroupe un petit peu les titres. Il y a aussi donc Blupee Explorateur. Et comment se passait en fait la transition d'un jeu à l'autre? Alors, la réalisation de ces jeux, il y avait donc, je l'ai mentionné, un défi de patience artistique, de dessin, de patience, dessiner toutes ces images. Il y avait aussi un défi technique, parce que ce n'était pas du tout aussi simple qu'aujourd'hui de programmer ce genre de jeu. Et d'un jeu à l'autre, je suis toujours reparti du code source du jeu précédent pour faire le nouveau jeu, pour éviter de devoir réinventer chaque fois le moteur du jeu. Donc, je pense que c'est une technique probablement qui s'utilise encore aujourd'hui, où on repart du moteur du jeu précédent et puis on
en étend ses possibilités. Et à chaque jeu, le moteur permet de faire un petit peu plus de choses. Et puis, il y avait aussi l'idée de récupérer aussi les sprites des jeux. Donc, par exemple, tous ces jeux qui étaient en 2D latéral, eh bien, probablement que j'ai repris un certain nombre d'images. Je n'avais pas besoin de redessiner Toto en train de marcher, quel que soit le jeu. C'est au moment où on est passé en 3D isométrique ou dans d'autres modes de représentation où là, il a fallu refaire les dessins. Mais c'était vraiment un souci d'économie de temps. Merci beaucoup. Et donc, l'évolution de ces jeux, donc, elle se fait chaque fois en itérant, comme tu l'as dit. Mais il y a aussi tes enfants qui grandissent en parallèle. Oui, alors effectivement, mes enfants étaient une motivation pour faire ces jeux, étaient aussi les premiers testeurs. C'est grâce à eux que j'ai pu voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. C'est le but d'un testeur. On voit que certaines choses plaisent, d'autres choses plaisent moins. Donc ensuite, le jeu s'adapte en fonction des réactions. Et puis, mes enfants grandissant, j'ai aussi petit à petit progressivement fait des jeux qui s'adressaient toujours à des enfants un peu plus grands. Donc le Toto à la maison, qui était le premier, est justement le jeu pour les enfants les plus petits. Après, on a du calcul mental, on a des labyrinthes, on a un jeu de mémoire aussi. Oui, il y a je crois qu'il n'y a pas eu de Toto, ça devait être Blupy s'amuse, qui était plus didacticiel que jeu, où on faisait des jeux de mémoire, du calcul, des petites choses comme ça. Toujours dans l'idée que le jeu s'adapte à des enfants chaque fois un petit peu plus grands. Et alors, comment ce jeu était distribué par Epsitech envers les clients? Alors les jeux Toto, c'était extrêmement simple de les distribuer puisque toute personne qui possédait un Smaky avait accès à l'ensemble de tous les logiciels qui étaient développés pour Smaky. Donc le jeu au début était distribué sur des disquettes et puis, sauf erreur, c'est dommage que Madame Nicou soit pas là pour nous expliquer ça, mais sauf erreur, elle devait au mois de décembre, avant Noël, glisser dans des centaines d'enveloppes des copies des jeux qui étaient distribuées par disquette à tous les possesseurs de Smaky. C'est quelque chose sur lequel on reviendra après, mais elle justifie justement le développement des jeux vidéo comme n'étant pas quelque chose de rentable. Elle en parle, mais en même temps, quelque part, c'était une stratégie pour rendre cet environnement sympathique. Et puis, il y a eu, vous l'avez mentionné, monsieur Nicou, il y a eu des collaborations avec les écoles. Donc, certains de ces logiciels ont été utilisés à l'école, probablement. Oui, alors notamment Toto s'amuse, donc le didacticiel avec des calculs, a été fait en collaboration avec un enseignant de l'école vaudoise dont j'ai oublié le nom, qui m'avait briefé sur... je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, elle a peut-être une grosse bêtise, mais à 8 ans, un enfant sait faire des additions jusqu'à 10. À 10 ans, il sait faire des additions jusqu'à 20. Enfin, voilà, ce genre de détails, entre guillemets. Et du coup, au début du jeu, on pouvait indiquer son âge, et puis ensuite, la difficulté des exercices proposés était adaptée à l'âge de l'enfant. On revient à notre PowerPoint, on quitte un moment l'univers des jeux directement, pour revenir un petit peu en fait à cette revue de presse, à cette recherche dans la presse à laquelle Yannick s'est attelé en préparation du cours public, pour identifier donc une fois de plus quand même ces séries d'articles qui reviennent quand même relativement régulièrement, même si la presse suisse ne couvre pas non plus tout le temps la sortie des jeux Blupy, mais avec quand même une forme de bienveillance, on va dire, disons, par rapport à la création de ces jeux. Ici, on peut peut-être mentionner, on parle de patrimoine, on parle d'archivage. Ce genre de ressources était très difficile à obtenir encore il y a 10 ans, enfin même au début de Wikipédia. Donc c'est des centaines de milliers de pages qui sont numérisées, dont le texte est scanné. Donc il y a une reconnaissance qui permet ensuite de faire des recherches dedans et qui sont mis en ligne
donc soit par exemple par le Temps qui possède des archives, ou bien par la bibliothèque universitaire de Lausanne. Donc nous avons mis des liens, ça permet ensuite d'accéder à ces articles, ça permet de les utiliser sur une page Wikipédia. Il faut savoir qu'il y a eu une première tentative de créer une page Blupy sur Wikipédia qui a été supprimée à l'époque faute de sources. Aujourd'hui, on peut, grâce à la numérisation d'un autre patrimoine, on peut rendre existant ou rendre visible le patrimoine vidéoludique. Donc voilà, tous ces liens, vous pouvez les retrouver sur la page Wikipédia. On passe à Planète Blupy. Donc là, on va faire un grand saut. Peut-être qu'on reviendra à la 2D plus tard. Voilà, où on illustre ce passage par un article dans le magazine français Joystick de 1997, qui fait un test, tout simplement, parce qu'on retrouve beaucoup la pratique du test dans le jeu vidéo. Et puis, pour ceux que ça intéresse, Daniel nous a amené très gentiment des exemplaires de boîtes de Planète Blupy que vous pourrez peut-être venir consulter à l'issue du cours public, mais que vous voyez ici sur la table, que je libère d'ailleurs ici. Ou qu'est-ce qu'on a, Daniel, ici devant nous? Alors, on a peut-être commencé... Ah non, il n'est pas là. En tout cas, on a toute une série de boîtes Planète Blupy avec une boîte américaine que tu tiens ici dans tes mains. Voilà, la plus grosse, là. C'était quelque chose que je trouvais intéressant à l'époque, c'était de voir chaque distributeur dans chaque pays qui était d'accord de distribuer ce jeu, Planète Blupy. On lui envoyait un matériel graphique, des images, etc. Et puis ensuite, il faisait à son idée une boîte, une image. On voit d'ailleurs, il y a des couleurs différentes. Des couleurs, des graphismes très différents. Donc les Américains, voilà, ça brille, c'est flashy, c'est la plus grosse boîte. Voilà, juste à gauche de la boîte américaine, on a une boîte coréenne, blanche, écrit effectivement en coréen. Là, on utilise plutôt la couleur jaune. On reproduit le jaune de Blupy sur le titre, Blupy. Avec, si j'ai bien compris, en coréen, c'est en fait une prononciation phonétique. C'est écrit Blupy en coréen, et puis en bas, on a le titre original, Planète Blupy. Donc vraisemblablement, ils ont juste appelé le jeu Blupy en coréen, quoi. Voilà. Et puis ici, on a une version italienne, et puis une version en... Une version en hébreu. Qu'est-ce que c'est? Une version en hébreu ici, qui est aussi qui est encore pleine de poussière, mais que je trouve magnifique. C'est un bon souvenir, cette version en hébreu. Il y a encore le CD et le manuel à l'intérieur. Voilà, donc on passe à Planète Blupy, donc ce jeu où là vraiment on a une transition qui a fait aussi, dont on a fait aussi l'affiche de l'événement, une transition vers, pour le coup, la modélisation en 3D. Ouais, en 3 dimensions. Donc peut-être qu'on verra on va faire une démonstration après, mais peut-être juste avant, Mathieu peut nous parler du projet Planète Blupy, qui est un projet d'envergure et qui a peut-être justement lancé le site et puis une partie du travail que tu as fait ensuite de conservation. Alors, ça fait longtemps que je réclamais à Daniel le code source d'un jeu en particulier, c'était Blupy Mania. Et puis, il disait qu'il l'avait plus, il avait tout jeté, les disquettes, les disques, il n'avait plus rien. Donc, il n'y avait pas de code source pour Blupy Mania. Alors, on va dire presque par dépit, j'ai pris le plus ancien, où il avait encore le code source, c'était Planète Blupy. Et Planète Blupy, c'est aussi le premier jeu qu'il a fait pour Windows. Du coup, il était relativement moderne au niveau des librairies qu'il utilise. C'était un bon point de départ pour essayer de le porter pour les autres plateformes comme macOS et Linux. Ce que j'ai fait il y a 2 ans. Et c'est une réécriture, en fait c'est une déconstruction et une reconstruction du moteur finalement, parce qu'il était très lié à Windows et aux spécificités du système. Mais à part la base du moteur, le reste du jeu reste le même. J'ai veillé à le garder tel qu'il était. Le but, c'était pas de le dénaturer par rapport à l'original. Par contre, j'en ai profité aussi pour corriger un certain nombre de bugs qui traînaient, ou que des joueurs avaient mis des vidéos sur YouTube pour montrer certains bugs amusants, comment prendre possession de l'ennemi, enfin des choses, ou comment dupliquer des objets dans la partie, enfin plein de petits bugs marrants. Quand Mathieu m'a montré ces bugs, j'étais renversé de voir que effectivement j'avais laissé passer tout ça.
Puis il y a beaucoup de gens qui ont trouvé puis qui exploitaient ça pour faire ce qu'on appelle des speedruns, c'est-à-dire essayer de finir le jeu le plus vite possible en exploitant, entre autres, les bugs. Donc il y a des speedruns de Planet Bloopy. Oui, on trouve, c'est vrai, j'ai pas pensé à donner le lien, mais on trouve. Et puis, j'en ai profité, j'ai corrigé ces bugs, et puis en corrigeant, il y en a un des fans, il m'a dit non, faut surtout pas enlever. Alors j'ai rajouté une option qui est cachée, où on peut réactiver un certain nombre de bugs, justement pour ceux qui font ces speedruns, ils peuvent réexploiter ces petites imperfections. Donc ça c'est carrément un travail de restauration qui a été fait sur Planet Bloopy. Quelle est la part de code à enlever? Quelle est la part du jeu à démonter, à déconstruire? Et quelle est la part à ajouter? C'est difficile à dire comme ça, mais il y avait beaucoup de code qui était spécifique à l'OS, qui était relativement bas niveau par rapport aux outils utilisés. Donc en fait, j'ai enlevé, je pense, en tout cas 3000 lignes de code du jeu parce que les bibliothèques que j'utilise maintenant sont plus haut niveau. Elles permettent plus de choses plus simplement. Et puis elles ont le mérite de fonctionner partout sur tous les OS. Mais autrement, je pense qu'il y a une bonne partie qui a peu changé. Je dirais plus de la moitié du code est presque original. Merci beaucoup. Alors, donc ici, on voit la couverture dans le nouveau quotidien de la sortie de Planet Bloopy, qui met en avant l'apprentissage. On voit ici, les jeux sont conçus comme ces petits robots qui apprennent peu à peu à éviter les obstacles. C'est progressif et chaque expérience permet de mieux comprendre l'étape suivante. On a toujours cette volonté d'avoir des jeux. Donc, aujourd'hui, les jeux vidéo sont très bien conçus en termes d'apprentissage, mais là, on a déjà quelque chose de très réussi. Et peut-être je vais rebondir là-dessus pour demander à Daniel, quelles étaient tes sources d'inspiration? Est-ce que tes jeux sortaient de nulle part? Alors j'ai trouvé intéressant au début quand il a été mentionné qu'aujourd'hui des créateurs de jeux vidéo étaient nourris par les jeux auxquels ils avaient joué quand ils étaient jeunes. Alors ça fait évidemment bien plaisir de l'entendre. Pour ce qui me concerne, c'est exactement pareil. J'étais aussi nourri par les jeux que je voyais. Et Planet Bloopy, de ce que je me souviens, a probablement été inspiré de la toute première version de Age of Empires. Donc on retrouve ces mécaniques de... Alors on retrouve la 3D isométrique que les moteurs de l'époque permettaient de faire. On ne pouvait pas encore faire de vrai 3D. Et puis on retrouve aussi le mécanisme du jeu. On collecte de la ressource, on coupe un arbre, avec du bois on peut construire une maison. Enfin voilà, tout cet aspect collecte de ressources, c'est pas du tout moi qui ai inventé ce concept. Ça existait déjà. Et puis, sauf erreur, Planet Bloopy, c'est le premier jeu que tu ne programmes pas tout seul, si je ne me trompe pas. Oui, c'est juste Planet Bloopy. Il y avait une petite difficulté au niveau programmation, c'est que pour ceux qui ont joué à ce jeu, ou plus probablement à Age of Empires, vous avez un personnage qui est à un endroit dans le jeu, vous cliquez à un tout autre endroit sur la map, et votre personnage, Bloopy en l'occurrence, doit éviter des obstacles, contourner des lacs, des forêts, etc., pour rejoindre le point B, pas du tout en ligne droite. Et ça, c'est un algorithme qu'on appelle un Pathfinder, où il s'agit de trouver le chemin le plus court en évitant des obstacles. Et c'est un collègue de l'époque, Denis Dumoulin, qui avait écrit le Pathfinder de Planet Bloopy. C'est intéressant alors là, on a perdu l'article, mais c'est intéressant de voir que le titre de l'article, c'est Bloopy part à la conquête du monde, et puis d'apprendre qu'en fait, il y a eu une influence d'Age of Empires, où on est un jeu où justement le but, c'est d'être un empire, et de conquérir, justement, de conquérir la carte, et donc de retrouver ça, tout à coup, ce retour. Et on voit donc maintenant Planet Bloopy qui est joué sous nos yeux, ébahi. Et puis, comme tu l'as très bien dit, vraiment ce travail en fait assez étonnant finalement, qui le rend pour moi assez surprenant d'avoir à la fois, disons, un visuel, de reproduire ce visuel qui est plutôt mignon, attractif,
mais d'en faire un jeu de gestion, d'en faire un jeu de gestion du territoire, où tout à coup, là, on va créer il va y avoir, on passe de un Bloopy à une armée de Bloopy, on pourrait dire, ou en tout cas une tribu de Bloopy. Oui, effectivement, donner vie à une tribu de Bloopy, les faire vivre, les faire... je me souviens qu'ils devaient cultiver des champs, produire des tomates, se nourrir ensuite des tomates qui étaient produites dans leur culture. S'ils n'arrivaient pas à cultiver suffisamment de tomates, ils devenaient malheureux, ils marchaient tout lentement. Enfin, voilà, il y avait... Et donc là, il n'y a pas d'opposant, c'est-à-dire on n'a pas une tribu Bloopy ennemie qui va venir, comme dans la bande dessinée que tu nous fais découvrir aujourd'hui, où on a les Bloopy jaunes et les Bloopy oranges qui luttent les uns contre les autres. Là, on est vraiment, le joueur peut construire à son rythme, où il y a quand même un risque, il faut les rendre heureux constamment, il faut les... Non, alors, il y a dans ce jeu, il y a des ennemis, il y a des... Et si je me rappelle bien, il y a une araignée qui vient manger les tomates. Et du coup, Bloopy ou Toto va mourir de faim. Donc il va falloir construire des palissades pour se protéger des araignées. Pour construire les palissades, il faut abattre du bois. Enfin, donc voilà, il y a tout un aspect stratégique. Et donc tout à coup, on passe en fait de ce qu'on voyait avant, Toto à la maison, qui était un jeu où finalement on n'avait pas vraiment de conditions d'échec, oui, à un jeu où vraiment là on vient intégrer quand même des mécaniques de jeu avec de la survie. Tout à fait, on a une succession de missions où le challenge, enfin on a un but à atteindre. D'une mission à l'autre, ça devient chaque fois un petit peu plus long, un petit peu plus compliqué. On apprend à découvrir de nouvelles choses pour maintenir l'intérêt au fur et à mesure du jeu. Ça montre en soi, pour moi quand même, le savoir-faire que tu construis petit à petit. Où au début, on est sur ce qui semble être un challenge évidemment technique, mais aussi beaucoup graphique. L'animation, animer Bloopy, lui donner vie, à quelque chose qui me semble être réellement, profondément un challenge de conception de niveau, de conception de gestion de difficultés, de vraiment fondamentalement de game design, de conception de jeu en fait, où oui, tout à coup tu mobilises un savoir-faire autodidacte qui te permet de mettre en place un jeu à ce niveau en tout cas. Alors ce qui est intéressant peut-être à mentionner avec Planet Bloopy, c'est que la conception des niveaux, je pense qu'on le devine assez en voyant comme ça les copies d'écran, c'est en fait une succession de tuiles qui peuvent être un terrain, un arbre, de l'eau, enfin, etc. Et moi, quand je devais concevoir ces niveaux, eh bien, j'aurais pu le faire en programmant directement, en disant à cet endroit-là, il y a telle tuile, à tel autre endroit, il y a telle autre tuile, mais ça bride la créativité et ça empêche de faire facilement de chouettes niveaux. Ouais. Donc, une chose que j'ai faite dans Planet Bloopy, je l'ai faite pour moi, c'était un éditeur de niveaux qui permet interactivement, à l'intérieur du jeu, de placer et de modifier ces tuiles, ensuite de tester le jeu, de voir c'est trop facile, c'est trop difficile, je corrige, etc. Et en fait, cet éditeur de niveau que j'ai développé pour moi, pour faciliter le développement du jeu, en fait, a été très apprécié par la suite par les joueurs, parce que je l'ai évidemment rendu disponible dans la version... Enfin, tu dis évidemment, mais ça ne l'est pas forcément. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas forcément évident de rendre disponible le matériel de travail. Et c'est tout à fait remarquable, et je pense que c'est aussi les choses dont se souviennent, on aura l'occasion d'y revenir après, peut-être pour Speedy Bloopy, mais c'est quelque chose de fondamental, il me semble, dans le côté créatif, en fait, de donner aussi accès aux outils créatifs, de permettre aussi à l'utilisateur, à l'utilisatrice de devenir lui-même concepteur. Oui. Et puis ça a un côté boomerang assez intéressant, c'est que je me suis retrouvé avec des personnes que je ne connaissais pas, qui avaient créé des niveaux et qui me les faisaient parvenir. Et du coup, je pouvais jouer à mon propre jeu dans des niveaux que je ne connaissais pas. Bien sûr, ouais. Ouais. Et ça va être un des fondements, comme on disait, de la construction. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu joue tout seul? C'est des enregistrements. Ah, d'accord, très bien. Pardon, tout à coup, j'étais inquiet, je voyais des choses qui se passaient derrière moi. C'est un techno, si on arrête de jouer pendant un moment, ça lance automatiquement. Donc là, on est avec les jeux 3D, l'ère 3D de Bloopy, où on a de nouveau ce phénomène où chaque jeu est itéré sur le suivant. Il y a une partie du moteur qui est reprise, une partie des animations. Donc je ne sais plus si c'est ce jeu ou bien Bloopy Mania, mais la conception des puzzles, la conception des niveaux, comment est-ce que ça se faisait? On
peux peut-être parler de Blupy Mania, effectivement, à ce moment-là, qui était un jeu de puzzle, un jeu d'énigmes dans lequel il faut faire un certain nombre de choses. L'idée, je pense plutôt que je l'explique, Mathieu va nous le montrer, mais donc dans Blupy Mania, il y avait aussi un éditeur de niveau. Et puis, cet éditeur de niveau, il a été utilisé par différentes personnes. Donc, l'éditeur de niveau était accessible dans la version publique du jeu, mais au cours du développement du jeu, moi j'avais conçu un certain nombre d'énigmes qui étaient moyennement difficiles. Et puis j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que j'ai un collègue, d'ailleurs Denis Dumoulin, dont j'ai parlé tout à l'heure, celui qui a fait le Pathfinder, qui s'est pris au jeu, on peut le dire, et qui a conçu des niveaux extrêmement difficiles, où il exploitait pas dire des failles, mais enfin des caractéristiques un peu limites du jeu, et il a fait des niveaux d'une astuce, d'un intérêt que je trouve absolument extraordinaire. Et donc ces niveaux-là sont intégrés dans la version commercialisée du jeu. Ici, ce qu'on voit, Mathieu, c'est Blupy Mania sur Smaky. Alors oui, c'est l'éditeur de niveau de Blupy Mania. On voit quand même, moi je trouve, je suis assez surpris. Hein. Il y a quand même, pour ceux qui connaissent peut-être plus récemment, hein, on a un jeu qui marche bien à l'heure actuelle de Nintendo, Mario Maker, hein, où on célèbre le fait que tout à coup on nous donne la possibilité de créer nos propres niveaux et autres. Puis là, je trouve qu'il y a quand même un vrai travail d'interface, hein, pour rendre quand même très praticable la création à travers l'éditeur. J'ai l'impression quand même qu'il y a une vraie réussite, en tout cas à ce niveau d'accessibilité, de lisibilité, de clarté aussi. C'est quelque chose qu'on a retrouvé beaucoup aussi dans les commentaires des vidéos YouTube qui commentent autour de ces jeux. C'est cette immédiateté, hein. C'est-à-dire on crée et puis tout de suite on peut tester. On n'a pas besoin de revenir en arrière. On est à, entre guillemets, un clic du jeu, en fait, de pouvoir tout de suite tester. Donc il y a une sorte d'immédiateté dans la créativité. Et ça, je trouve qu'on retrouve en tout cas dans le travail que vous avez pu faire avec l'équipe. Il y a vraiment un vrai travail, une vraie minutie dans le côté vraiment interface utilisateur. Hein, Oui. C'est vrai que si l'éditeur de niveau n'avait été utilisé que par moi pour concevoir le jeu, il n'aurait probablement pas été aussi léché et bien fini qu'il est là. Donc là, il fallait effectivement lui donner un petit côté agréable et bien fini pour donner envie aux joueurs de l'utiliser. Oui, bien sûr. J'ai une question, ces boîtes. Si vous avez une question chez moi, il y a plein de versions dans des langues différentes. Il y en a eu encore d'autres. Comment se passait le travail de traduction des jeux ? Alors, le travail de traduction des jeux, ça se faisait en plusieurs étapes, hein, incrémentales. Donc, les images, il n'y a pas besoin de les traduire. Les seules choses qu'il faut traduire, à part le packaging, la boîte, c'est les quelques textes qui viennent dans le jeu, les explications au début d'une mission, les textes qui viennent dans les boutons, etc. Et ce qui se passait, c'est que j'envoyais, par exemple, à des Américains, on leur envoyait une version du jeu en français et dans un fichier texte brut, l'ensemble de tous les textes du jeu. Et les personnes, les Américains par exemple, les Italiens, les Hébreux, etc., qui devaient traduire le jeu, traduisaient ces textes en n'ayant aucune idée d'où le texte venait dans le jeu. Et puis, ils me renvoyaient le fichier traduit, je compilais une version du jeu qui intégrait leurs modifications, et puis je leur envoyais une version. Et puis du coup, là, ils pouvaient voir le jeu avec leur traduction, mais peut-être voir que le mot qui pensait apparaître à un endroit était en fait à un autre endroit. Donc comme ça, par approximation successive, avec, 4 ou 5 allers-retours, on finissait par avoir un jeu qui était correctement traduit. Donc ça prenait, à l'époque, j'imagine que les envois se faisaient par courrier. Je ne sais plus. Quelques temps pour traverser l'océan. Oui. C'est aussi l'époque où on attendait 3, 4, 5 ans des jeux qui étaient sortis déjà depuis plusieurs années sur d'autres marchés. Donc c'est intéressant de voir qu'en Suisse, on a aussi imposé ça
à d'autres personnes autour du monde. Moi, j'ai une question pour vous, Jean-Daniel Nicou. Comment, parce que maintenant on a parcouru un petit peu, on a parcouru toute l'histoire, justement la création, tous ces nouveaux jeux qui apparaissaient. Comment vous, entre guillemets, vous, votre femme, vous voyez un peu l'évolution de ces jeux? Est-ce que vous aviez un petit peu quand même votre mot à dire? Vous faisiez des retours? Vous testiez quand même un petit peu? Vous aviez quand même une stratégie par rapport à ces jeux, des objectifs avant qu'ils soient créés? Non, pas du tout, parce que ça avait complètement échappé à mon laboratoire. C'était l'affaire d'Epsitech. Et ma femme Cathy Nicou a effectivement eu une très bonne stratégie d'encourager Daniel à faire ces jeux de par leur valeur pédagogique et de par l'impact que ça pouvait avoir sur la jeunesse, parce que l'outil informatique était encore accessible, je dirais. On arrivait à comprendre un peu ce qui se passait, mais pour un jeune, ben évidemment, il n'y avait que l'aspect ludique qui pouvait l'emporter. Et du côté de mon labo, ben évidemment, on a rapidement quitté l'intérêt des microprocesseurs parce que tout le monde y était. Et il y avait la robotique, il y avait les réseaux de neurones, il y a eu des tas de domaines qui se sont développés dans lesquels on pouvait faire des projets intéressants avec les étudiants et envisager des retombées industrielles, mais qui ont mis beaucoup plus de temps qu'on le pensait pour venir. Mais par contre, à l'époque, dans votre laboratoire, ça n'avait pas été du tout discuté, cet horizon possible du jeu vidéo en Suisse. Ce n'est pas quelque chose sur lequel vous êtes spécialement revenu? Non, alors vraisemblablement pas, puisque... Non, pas du tout. Ça se discutait dans les séances d'Epsitech. Hein. Alors là, quelle était la réaction de l'équipe d'Epsitech? C'est ça qui est intéressant. Bah, disons qu'à l'époque, j'ai eu la chance d'être très libre dans mon travail. Et puis, je pense que la plupart de ces jeux ont été faits sur mon initiative. Et j'avais la chance lorsque je proposais de faire un nouveau jeu, on me disait oui, bien sûr. Et puis, hop, il n'y avait pas du tout une discussion sur qu'est-ce que ça va être ce jeu, quel est l'objectif? Est-ce qu'il va être rentable? Quel sera l'objectif? Absolument pas. C'était vraiment... Et je trouve intéressant de voir aujourd'hui que... Moi, je suis quand même assez surpris de voir que ces jeux suscitent de l'intérêt aujourd'hui, qu'on échafaude un certain nombre de théories sur ces jeux, alors que je dirais qu'ils sont vraiment nés par hasard, sans réflexion profonde. Très bien. Le travail de la recherche s'effondre complètement sur ce... Non, mais enfin, si on veut faire de la recherche et si on veut le reconnaître comme un art, on ne demande pas son avis à l'auteur. Hein. Bien sûr, mais heureusement que pour ça, on a des ressources de la presse sur lesquelles on peut toujours évidemment se rattacher, qui sont quand même aussi la réception, entre guillemets, de ces... Et puis aussi votre parole. Ici, on a quand même la parole de Cathy Nicou, dont vous parliez avant, directrice d'Epsitech, qui rentre vraiment, pour le coup, dans le vif du sujet de ces histoires, donc, qui commente, quand on lui pose la question sur la rentabilité. On voit d'ailleurs que l'intitulé de la courte partie de cet article s'appelle « Pas rentable », on s'intitule « Pas rentable ». Et puis en bas, c'est ce que tu as surligné, Yannick, un manque de structure ad hoc auquel s'ajoutent les obstacles financiers et de distribution. Et puis Cathy Nicou dit « Cette activité n'est de loin pas rentable », confirme Cathy Nicou, directrice d'Epsitech. On la pratique pour se diversifier, pour se faire plaisir, ça on l'a bien compris, et parce qu'on en a les moyens. Mais je doute que l'on puisse en vivre dans notre pays. Et l'article se termine ici. Voilà, donc en fait, on a effectivement une parole, vraiment cette idée de se faire plaisir. Enfin, ça rejoint tout à fait, en tout cas, le contexte tel que tu nous en parles. Donc après, donc là on a vu toute une série de jeux. Il va y avoir un passage sans Blupy, une trahison avec le développement de deux jeux, Colobot ici en 2002, puis en 2001 pardon, et puis Buzzing Cars en 2002, et puis on reviendra ensuite avec un dernier jeu Blupy, sauf erreur, Blupy Mania 2. Alors, est-ce que tu veux nous dire quelque chose, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur cette parenthèse? Je peux dire quelque chose à propos de Buzzing Cars, qui était un jeu de course de voiture. Et puis, j'ai cherché à rendre ce jeu un petit peu plus original qu'un Need for Speed ou que ce genre de jeu
où le simple but c'est de rouler le plus vite. On avait quand même un certain nombre de missions à remplir. Il fallait aller très vite avec sa voiture dans un entrepôt, charger un paquet, un robot, un truc, et puis aller le déposer le plus vite possible dans un autre endroit. Donc effectivement, on s'imagine, c'est un jeu, il y a des voitures, il y a des robots, il n'y a pas de Blupee, mais dans Buzzing Cars, il y avait une ou deux missions dans lesquelles il fallait transporter Blupee rapidement d'un endroit à un autre. Donc voilà, même les jeux qui n'avaient pas Blupee avaient quand même parfois un petit Blupee caché dans un coin. C'est amusant, même si Blupee apparaît sous la forme de Toto en 1988, ça faisait déjà 10 ans à l'époque que tu illustrais des manuels avec des Blupee partout. Vous en avez un ou deux exemplaires là-bas qui ont été amenés par Yves Bolognini, mais même après, Blupee a continué à s'insérer dans d'autres logiciels EPSITECH. Donc là, on va clore la revue de presse. C'est intéressant de ce terme, la saga Blupee quand même. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de recréer en partie ici. C'est quand même ce parcours. C'est vrai qu'on est quand même sur un développement d'une figure, en tout cas sur un nombre d'années quand même assez conséquent, et puis avec vraiment presque l'idée d'une... Enfin, à t'entendre parler, on a l'impression que tout cela est au hasard, mais il y a quand même une sorte de logique presque de franchise. On pourrait imaginer qu'on serait dans un autre pays, il y aurait des chocolats Blupee, des figurines Blupee, des dessins animés Blupee. Disons que la logique, en fait, elle est assez simple. Pour moi, pour animer un personnage dans un jeu vidéo, il faut d'abord savoir le dessiner avec du papier et un crayon. Et il se trouve que, par chance ou par malchance, le seul personnage que j'ai jamais su dessiner, c'est ce petit bonhomme rond. J'ai jamais su dessiner un être humain correctement. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a Blupee dans tous les jeux. Donc, en résumé, je dirais que c'est parce que je ne savais pas faire autre chose. Très bien. Merci. Donc là, cet article est aussi intéressant parce qu'on parle ici de Daniel Roux comme de l'unique concepteur de jeux vidéo en Suisse, en 2003. Alors, depuis, on sait, malheureusement pour toi, si tu tenais à ce titre, que ce n'est pas le cas, mais est-ce qu'à l'époque, tu as rencontré des gens? Est-ce qu'il y avait des réseaux ou des conventions, des moyens d'aller à la rencontre d'autres créateurs ou créatrices? Non, d'après mes souvenirs, j'ai jamais rencontré d'autres concepteurs de jeux vidéo. Je dois dire que c'était une époque où on était passionné et investi à 100% dans ce qu'on faisait. J'ai même jamais eu la curiosité de savoir si d'autres personnes faisaient des jeux vidéo. Alors bien sûr, il y avait des jeux sur le marché, mais savoir est-ce qu'il y avait des jeux près de chez moi, en Suisse, qui faisaient des jeux, ne faisait pas partie de mes préoccupations. Merci. Alors, maintenant, on a eu déjà des aperçus de... Nous avons parcouru la saga Blupee. Voilà, maintenant qu'on a parcouru justement cette saga... Nous entrons dans ce qu'on a appelé l'après-Blupee. Oui, il y avait l'avant avec l'arrivée du Smaky, et maintenant il y a l'après-Blupee. Donc ici, vous avez, pour mesurer un petit peu le succès, il y a un jeu qu'on n'a pas encore vu, mais on pourra peut-être finir oui, dessus. Oui, on continue le parcours, on arrive à ce Speedy Egbert, et on a été surpris, Yannick et moi, de tout à coup découvrir sur YouTube une vidéo à plus de 100 000 vues de Speedy Egbert, donc de ce jeu qui a suivi. Egbert étant donc le nom de Blupee. Le troisième et dernier nom. De Blupee sur le marché nord-américain. Et Blupee. Alors après, en creusant un tout petit peu, on découvre qu'en fait Speedy Egbert s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires aux États-Unis. On est parti de Toto à la maison distribué à Noël jusqu'à un jeu qui est un best-seller. Et donc, voilà, ça c'est les commentaires sous la vidéo, mais vous allez trouver un subreddit qui est consacré au jeu. Vous allez trouver des commentaires à gauche, à droite sur des forums pour des gens en fait qui clament. Vous voyez en bas, Earth Astra qui écrit en caps lock, The Nostalgia. Voilà, c'est ça. On revient souvent sur l'idée de nostalgie. Personne n'indique qu'il s'agit d'un jeu vidéo suisse, évidemment, ou en tout cas développé en Suisse. C'est ce qu'on notait notamment avant. Il y a cette dénationalisation, mais qui est finalement pas plus si importante que ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a réellement là des gens qui ont joué à ton jeu de manière complètement décontextualisée, et qui l'ont juste acheté, on le comprend à Walmart, donc dans des supermarchés,
où le jeu a aussi été distribué vraisemblablement au Burger King. Et au Walmart. Et donc, on retrouve le long de ces commentaires des gens qui vont donc très souvent parler notamment de leur enfance et puis de leur rapport à cet éditeur de niveau, ce plaisir de créer des niveaux, notamment avec les frères et les sœurs. Donc il y a vraiment en fait un héritage. Et on se demandait avec David si tu étais conscient, si tu imaginais au moment de créer ces jeux qu'ils auraient une telle influence sur ces gens qui s'en souviendraient encore 10, 20 ans plus tard. Alors, évidemment que je ne l'imaginais pas du tout. Je dirais que c'est même récemment, il y a quelques années, notamment grâce à Mathieu qui me parle de ce qui passe sur les forums et autres, que j'ai découvert qu'il y avait aujourd'hui encore d'intérêt pour Blupy. Je dirais qu'il y a 5 ou 10 ans en arrière, j'avais aucune idée que ces jeux étaient encore utilisés, tout simplement. Voilà, ici, on voit donc Mathieu, pour la création de Planète Blupy, a ouvert un compte Twitter. Et donc, régulièrement, alors il fait un truc quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que parfois, les gens viennent lui poser des questions. Donc, il doit toujours expliquer qu'il n'est pas le créateur du jeu. Mais par contre, comme ils sont collègues à Epsitech, il peut, les questions du public, il peut les transmettre à Daniel et ensuite répondre avec le compte Twitter. Donc il y a une partie, on a vu Mathieu qui déconstruisait un jeu pour le réadapter en fait à la modernité. Ce travail d'historien et d'archiviste, il le fait aussi à travers la modération, comme nous ce soir. Donc ça permet de mentionner sur la gauche, il y a un appel de Mathieu à d'anciennes sources en fait du jeu, si vous en avez. Si jamais dans la salle. J'en profite pour parler du site. Alors là, c'est un tout petit peu coupé, mais sur blupy.org, vous pouvez trouver toute une série de. Donc là, est-ce que peut-être tu peux nous décrire un petit peu le projet ou l'avancée du projet? Toute une série de jeux. Alors, il y a presque tous les jeux qui sont disponibles. Il en manque encore quelques-uns, c'est les versions MS-DOS des jeux qui avaient été faits sous Smaky. Au final, c'est exactement les mêmes. J'en ai quand même mis 2, c'est ceux qu'on voit avec le terme Legacy, comme Blupy à la maison et Blupy Explorateur. Alors, les archives, ce sont directement des copies des CD ou des disquettes. Donc, l'installation des jeux demande de connaître un petit peu... je ne vais pas dire la technique, mais comment monter une image CD ou comment monter une disquette dans le système. Je n'ai pas cherché à rendre accessible à tout le monde. Mon objectif, c'était surtout de les avoir quelque part et puis de les mettre à disposition. Alors, ce serait une étape future de simplifier la mise à disposition de ces jeux pour que n'importe qui puisse facilement les réinstaller. Donc là, on parle de mise à disposition. Enfin, quelles sont les conditions d'utilisation ou de réutilisation? Alors, ici, ce qu'on trouve dans les archives, ce sont les versions binaires, donc compilées des jeux. Ils sont considérés comme, on va dire, freeware finalement, donc on peut les télécharger gratuitement. C'est des logiciels gratuits qui sont gratuits mis à disposition. Oui. Et les jeux, par contre, où les sources sont mises à disposition, donc elles sont sous licence libre, GPL. Donc il y a certaines conditions qui font qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec ce code source, dans le sens où on ne peut pas prendre ce code source, le modifier, et puis le fermer et revendre un nouveau jeu modifié. On a le droit de le modifier, mais on doit fournir toutes les modifications. Ça n'interdit pas la revente, mais on doit fournir toutes les modifications qui ont été effectuées. Ça aussi bien pour le code que pour toutes les images, les sons, enfin toutes les ressources qui ont servi à réaliser le jeu respectent cette licence. Alors, je m'arrête un petit peu là-dessus, mais les performeurs dont tu parlais, les speedrunners, ceux qui essayent de terminer le plus vite les jeux possibles, ou les gens qui le découvrent maintenant, c'est sur tes versions, c'est sur ces versions-là que tu as mis à disposition qui font leur performance ou qui jouent, ou bien il y a aussi toute une communauté qui a envie quand même de revenir au matériau originel Alors la plupart des gens qui ont modifié les jeux ou qui ont fait des vidéos YouTube où ils font des modifications et puis ils présentent, ils ont utilisé les versions qui étaient commercialisées.
ça n'a aucune importance pour nous parce que c'est des fans. Et puis, même si d'un point de vue légal, on n'a pas le droit de le faire, on ne va pas interdire à des fans de le faire. On ne va pas couper l'enthousiasme. Et ça prolonge la vie du jeu. Tout à fait. Après, c'est toujours une question si quelqu'un reprend puis essaye de se faire de l'argent avec. C'est là où il y a un problème. Autrement, il y a pas, on ne va pas pinailler sur ces aspects. Très bien. Je ne sais pas si on a quelque chose à ajouter. Enfin, il y a beaucoup de choses à ajouter, il y a beaucoup de choses qui ont été soulevées, mais je propose peut-être qu'on... Bien sûr, c'est très important qu'on vous donne aussi à vous la possibilité de poser vos questions aux personnes qu'on a la chance d'avoir réunies ici. Je vous propose d'abord peut-être d'applaudir nos intervenants une première fois pour leur... Et puis j'ai un micro ici, et donc si on a des questions dans le public, c'est très volontiers, si vous levez la main, que je viendrai vous fournir le micro. Est-ce que tu montres? Ah, je vois quelqu'un dans le public. Merci beaucoup, c'était passionnant. Je me posais une question par rapport à la proximité avec le personnage d'arcade de 1982, Q-Bert. Et je vois que la traduction de Blupey aux États-Unis, ça a été Egbert, donc je me dis que c'est une référence à Q-Bert, qui est aussi un petit personnage rond, alors qu'il y a un nez en trompette, c'est pas tout à fait le même. Mais est-ce que ça a posé des problèmes d'amener Blupey aux États-Unis à cause de cette proximité ou pas du tout? Alors là, il faut que je me creuse la mémoire, mais sauf erreur, le nom Egbert avait été trouvé par le distributeur américain, qui le nom Blupey leur convenait pas, et c'est eux qui nous ont proposé ce nom Egbert. Et le nom du personnage que vous mentionnez, je le connais pas du tout, donc j'ai jamais entendu parler, donc je sais pas du tout. Ce que je peux peut-être juste raconter comme anecdote, c'est que je sais plus du tout en quelle année, mais on a reçu un jour, donc je dis Epsitech, on a reçu une lettre menaçante de M&M's qui nous accusait de plagiat de leur personnage que vous connaissez sûrement tous, qui a effectivement une certaine similitude avec Blupey, ce petit bonhomme rond. Et puis, je crois que c'était même menaçant. Enfin bref, et la chose s'est extrêmement vite tue quand on leur a renvoyé, je ne sais plus quelle image ou quelle copie de jeu avec l'année. Et du coup, ils ont tout de suite vu que notre personnage était bien antérieur au leur. En fait, il s'agissait de Wonder BB, une glace de Frisco. Et puis c'était Frisco qui nous avait attaqué en disant « c'est du plagiat, vous n'avez pas le droit de reprendre la forme de notre personnage ». Puis on leur avait retourné le compliment en leur disant « il faut voir qui plagie qui ». Et puis on leur avait proposé d'utiliser Blupey adapté sous forme de Wonder BB. Et puis après, on n'avait jamais rien revu en retour. Donc c'était pas M&M's. Ok. Merci beaucoup. C'est incroyable les histoires qu'on découvre. Oui, Pierre Arnaud, donc directeur actuel d'Epsitech. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question peut-être dans le public? Tout ce que vous avez comme fait historique ou comme anecdote rigolote, il faut les faire remonter maintenant pour que ça soit sur la caméra. C'est le moment où vous taire à tout jamais. Précisons peut-être que l'image aussi qu'on a montrée avant, qui est maintenant plus à l'écran, mais c'est un mode de Mario Kart qui intègre le personnage de Blupey dans le jeu de Nintendo. On retrouve aussi les versions de Sonic, ça fait rare. Voilà, on le retrouve aussi dans les Sonic et autres. Donc vous voyez qu'il y a aussi toute une envie de la communauté d'intégrer le personnage dans des jeux déjà connus de manière évidemment totalement illégale. Enfin, disons, tant que c'est pas vendu, comme ça nous a bien été précisé. Il n'y a pas immédiatement de questions, mais du coup, moi j'en ai une. Après 2003, donc on a Planète Blupey qui a été réadaptée, et puis il y en aura probablement d'autres. Mais toi-même, Daniel, tu as complètement arrêté les jeux vidéo?
Non, j'ai pas complètement arrêté. Ça reste quelque chose qui me démange, même si j'ai plus l'occasion d'en faire dans ma vie professionnelle. Je fais quand même de temps en temps, pendant mon temps libre, des petits jeux pour smartphone, parce que ça fait toujours plaisir de faire ce genre de choses. C'est vraiment admirable de voir en fait la longévité de ton activité dans l'acte de création de jeux vidéo. Et puis la création actuelle de jeux sur smartphone a quelque chose je trouve, d'extraordinaire. C'est que j'ai mentionné, je crois, tout à l'heure, la difficulté qu'il y avait à trouver des distributeurs dans différents pays, à localiser les jeux. Enfin voilà, c'était le fait que Planet Blue Pea se soit retrouvé en Corée, en Israël, c'était difficile. Et là, maintenant, le fait de faire un jeu, on le met sur un store, et puis ensuite, les bras croisés, on lit les statistiques, et puis on voit qu'il y a eu 3000 téléchargements dans tel pays. C'est extrêmement facile et confortable. Et un des jeux que j'ai fait sur un smartphone, j'ai vu que tout d'un coup, il cartonnait au Mexique. J'ai jamais su pourquoi. Voilà, c'est... Donc on pourra faire un cours public dessus avec toute une série de commentaires en espagnol qu'on affichera derrière nous. Et surtout, je viens d'entendre qu'il y a donc des jeux que tu as sortis qui sont disponibles sur smartphone et que nous n'avons pas archivés, donc il faut qu'on les indique dans notre liste des jeux vidéo suisses. C'est génial de voir qu'on continue cette mission de cartographier, avec l'aide évidemment d'énormément de personnes différentes, de cartographier un peu cette histoire locale du jeu vidéo suisse. Et puis je propose qu'on s'arrête ici, puisqu'on a la chance d'avoir des smakies qui sont jouables, qui sont à disposition. Ces personnes qui sont évidemment encore là, si vous avez des questions plus intimes à leur poser, ou plus directes peut-être. Et puis évidemment, je vous remercie pour votre présence. Je remercie Yannick pour la mise en place de ce cours public. Merci à toi, et merci à Nicolas Schafter du service culture et médiation scientifique, donc, avec qui on travaille, la collaboration dure avec l'Unil Game Lab, et puis aussi toute l'équipe ici pour la captation et puis la gestion de la salle qui nous a aidés en fait à l'installation ici. Et merci beaucoup à Romain du musée Bollot. Qui est présent ici et qui a amené les machines qui vous sont mises à disposition pour toucher directement plutôt que de voir sur le grand écran derrière nous les jeux. Un immense merci encore une fois à vous trois. C'était une grande chance de vous avoir parmi nous. Et puis, je vous invite bien sûr, puisque le but c'est de continuer en fait cette cartographie en cours public de l'histoire du jeu vidéo en Suisse, et bien de suivre nos activités du Game Lab tant que faire se peut pour voir peut-être notre prochaine mission. Et voilà, merci beaucoup.